ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Vous savez les couleurs, le bonheur, le bonjour d'Algérie. Eh bien, j'espère qu'on passera un bon moment ensemble en cette matinée. Eh bien, aujourd'hui, c'est le vendredi. On a permuté un petit peu avec Alger. On devait le faire le jeudi hier, mais hier, c'était une grande date qui a été la plaque tournante de la guerre d'Algérie. C'est le 20 août. Eh bien, sans plus tarder, chers amis téléspectateurs, eh bien, on va essayer de vous accompagner dans la joie, la bonne humeur et la gaieté avec on va dire, un programme bien varié puisque nous aurons quelques rubriques qui vont passer aujourd'hui, des sujets qui traiteront de différentes thématiques aussi, et bien sûr la troupe qui est venue nous accompagner dans la gaieté, la bonne humeur, et vous allez danser chez vous, chers amis téléspectateurs. Et bien sans plus tarder, comme on vous l'a tellement habitué à chaque fois, on vous propose, ou alors je vous offre cette belle chanson du grand Nouri Koufi. ونكلكلي ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي انا العيله مولاتي ينكهلكولي ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي أجيني بالهمة يا لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي هذوك العيون الكحل فرقوني على يما يا لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي أنا العيلة مولاتي عيونك هلكوني ذاتي يا لالا أمولاتي يا لالا أمولاتي فوقي لا تقرع بشيل الوحي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي هذوك العيون الكحل عليهم طاحوا الرواح يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي انا العيله مولاتي عيونك هلكوني ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي المرشوش بني لا يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي واللي يحب انا حبيبه يمشي له بالحلالة يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي انا العيلة مولاتي عيونك هلكوني ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي انا العيلة مولاتي عيونك هلكولي ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي العيلة مولاتي عيونك هلكولي ذاتي يا لالا امولاتي يا لالا امولاتي انا العيلة مولاتي عيونك هلكولي ذاتي يا لالا امولاتي
réveil, une très bonne ambiance ici au studio de la station régionale d'Oran qui va vous accompagner jusqu'à 10h30 aujourd'hui. Eh bien, Yamouleti, elle est là, on en a dansé hein, sur Nouri Koufi. Hein, Jamila? Tout à fait. Ça va? Ça vous va, allez merci. bien? Ça va. Notre conseillère juridique qui est là comme d'habitude. D'ailleurs, on s'est habitué à vous. Hein. Ah ben, merci. Vous aimez Nouri Koufi? Oui. Vous avez aimé la chanson? Ah, oui, oui, bien sûr. Donc c'est un genre de housey aussi, donc c'est bon à écouter aussi. Très bien, donc on continue notre débat depuis la dernière fois. Oui. Le mariage mixte qui a intéressé beaucoup de monde d'ailleurs. Énormément. Énormément, exactement. Donc, on aimerait bien connaître quelles sont les conditions du mariage mixte avec un étranger à l'étranger. À l'étranger. Oui, à l'étranger. Très bien. Donc, pour la partie algérienne qui veut contracter un mariage mixte à l'étranger, avec un étranger, donc comme je l'avais cité la dernière fois, je le réitère une autre fois. Donc, il y a les pays de l'espace Schengen et il y a les autres pays arabes et autres. Donc, les conditions diffèrent. Il y a des points communs. Mais il y a certaines différences entre pays et autres. Donc, l'espace Schengen ont leurs lois. Et les lois, c'est-à-dire ils ont modifié pas mal de lois vu certains mariages qui ont été contractés dans c'est-à-dire par mauvaise intention. Donc c'est pour cela moi j'essaye à travers cette rubrique, c'est-à-dire d'expliquer aux téléspectateurs ce que c'est un mariage mixte à l'étranger. Parce que généralement quand les conditions ne sont pas respectées, il y a un rejet. Et donc, ensuite, il y a tout un travail à faire, c'est-à-dire aller devant un tribunal de grande instance et tout ça. Maître Saber, oui. Mais il y a des cas quand même qu'on a vu qu'il y avait des clandestins qui ont pu se marier à l'étranger, avoir leurs papiers, etc. Quelle est l'astuce qu'ils ont trouvée? Moi, jusqu'à présent, j'arrive pas à l'expliquer parce qu'il y a une loi. Nous, on est des gens de loi, on applique la loi et c'est-à-dire tous nos travaux se font suite à des lois. Peut-être qu'il y a des ficelles? Ficelles, c'est certain, il y en a, mais généralement, moi j'ai connu pas mal de jeunes clandestins qui ont été dans l'obligation de retourner en Algérie parce qu'on les oblige à retourner en Algérie, de rester 6 mois et de faire une nouvelle demande de visa pour pouvoir remonter, par exemple, je dirais en France, je donne toujours l'exemple de la France, pour pouvoir déposer leur demande de mariage mixte. Donc, je ne sais pas les autres comment ils ont pu faire. Voilà. Ils donc, sont intelligents. Hein. Voilà, il y a des points d'interrogation qui restent. Effectivement. Voilà. Alors, quelles sont les conditions d'un mariage avec un étranger dans un pays étranger? D'abord, il faut être en situation régulière. Déjà, voilà. Avoir une résidence, un titre de séjour, un visa en cours de validité, un visa touristique. Oui, oui, tout à fait. Ah, d'accord. Oui, oui, vous pouvez monter, c'est-à-dire s'il y a une entente, dès le début, c'est-à-dire vous pouvez monter avec un visa, même un visa très court. Hein. Donc, contractez votre mariage à l'étranger, voilà. Et ensuite, une fois que le mariage est contracté, vous avez droit à une carte de séjour, un titre de séjour qui commence par une année. Voilà. Donc, il faut être en situation régulière. D'abord, il faut démontrer que, par exemple, la personne étrangère ou la personne peut, c'est-à-dire subvenir à ses besoins. D'accord. Voilà. Donc elle n'a pas de problème, elle n'a pas de problème financier en fait. Tout à fait, parce que c'est important. Voilà. Donc et troisième, c'est-à-dire qu'il y a une réalité. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vie affective et tout. Et ensuite, il y a tout un dossier à déposer. Hein. Donc, et il faut que la partie algérienne, ne soit pas condamnée au préalable, n'a pas un casier judiciaire. Un casier judiciaire vierge. Voilà. Donc, parce que c'est important pour eux. C'est-à-dire le fait de se marier avec un étranger et l'accueillir au niveau de leur pays. Et ensuite, parce qu'ils savent qu'il va prétendre à la nationalité de ce pays. Donc, ils veulent avoir un élément, un citoyen honnête, c'est-à-dire avec une bonne moralité. Voilà. Très bien. Ce sont les conditions. En grosso modo. Oui. En grosso modo, d'accord. Alors, à qui doit-on s'adresser pour déposer le dossier de mariage? Quand on est à l'étranger. Quand on est à l'étranger, oui, oui. Donc, avec la nouvelle loi, donc c'était la loi de 2006 qui a été mise, c'est-à-dire qui a été applicable en 2007. Donc, il faut s'adresser directement au préfet, à la préfecture de la ville, de la résidence, c'est-à-dire de la ville où réside la partie étrangère, où ils ont élu domicile.
Voilà. Actuellement, il faut l'adresser. Donc, s'il y a... Donc, suite à ça, donc il faut avoir un dossier complet. Donc, je reviens aux conditions. Il faut avoir déjà une autorisation... de mariage. Voilà. Un certificat de capacité à mariage. Un certificat de capacité, Voilà. On en a parlé, mais on n'en a pas fini déjà. Tout à fait. Vous m'aviez dit la dernière fois qu'il y avait des éléments manquants. Tout à fait. Parce que le certificat de capacité à mariage, il est exigé dans le cas d'un mariage avec des étrangers. Pour les pays européens de l'espace Schengen. Hein. D'accord. Voilà. Donc, pourquoi? C'est-à-dire pour que les services consulaires fassent une enquête sur la partie étrangère, qui par exemple, prenons la partie algérienne, voilà, pour pouvoir si cette personne peut contracter un mariage avec un de leurs concitoyens. Voilà. On va dire c'est un genre d'autorisation. De protection. Voilà, pour le pays. Voilà. Donc, alors, le certificat de capacité à mariage est obligatoire. Donc, sinon... Il faut passer par ça. Oui, oui, c'est obligatoire. Sinon, parce que des fois, les gens, ils vous disent, ils m'ont rejeté mon dossier de mariage. Ils ne savent même pas pourquoi. Voilà. Donc c'est obligatoire, le certificat de capacité à mariage dans la loi européenne, hein, tous les pays qui appartiennent à l'espace Schengen. D'accord. Et ça prend beaucoup de temps pour l'avoir? Donc 4 mois, 6 mois, parce qu'il y a toute une enquête qui se fait. Hein. Donc voilà, c'est pas évident. Parce qu'on le dépose déjà au préalable dans le pays de la partie algérienne, hein, au niveau du consulat général ou d'un consulat, c'est-à-dire parce que là il y a... Donc l'Algérien ou l'Algérienne dépose son dossier et sa demande au consulat ou à l'ambassade, c'est ça? Consulat. Du pays. Ah d'accord. Voilà. Du consulat. Voilà, parce qu'il y a 3 consulats. Effectivement, il y a Annaba, Alger et Oran. Voilà. D'accord. Donc, c'est ce qu'on appelle les représentations diplomatiques. Donc, il dépose, il attend. Donc, avec toutes le dossier, il faut rien en oublier. Il faut qu'il y ait un dossier complet. Alors, on va dire, on en reparle et on redit quelle est la constitution de ce dossier. Alors, je vais vous les énumérer, voilà, comme ça. De préférence, parce qu'on en a eu quand même des questions Tout après. À fait. Donc, la constitution du dossier, donc pour l'autorisation d'un mariage mixte. Donc, il faut un formulaire, 3 photos pour la partie algérienne, hein, récente, certificat de non-mariage, non-divorce et non-remariage. D'accord. Voilà, copie de la pièce d'identité, justificatif de résidence, acte de naissance numéro 7 de la partie algérienne, hein, avec les mentions marginales et établi sur la base du registre national par les services de la wilaya qui a réceptionné le dossier ou autre. Donc, ensuite, la procuration ordinaire lors du dépôt du dossier, c'est-à-dire des fois la partie étrangère, elle est indisponible. Donc, elle peut faire une procuration à la partie algérienne pour qu'elle assiste. Voilà. Oui. Donc, pour la partie étrangère, donc il faut un formulaire, 3 photos d'identité récentes, acte de naissance, certificat de non-mariage, non-divorce et non-remariage, copie du passeport en cours de validité, parce que c'est très important. Voilà. Donc, certificat d'hébergement, une réservation d'hôtel pour les ressortissants non résidents. Avec un certificat d'hébergement, il faut une réservation d'hôtel. Si on n'a pas le certificat d'hébergement, une réservation d'hôtel, voilà, qui fait foi. Qui fait foi, voilà. Très bien. Donc, certificat de conversion à l'islam concernant ce que j'avais expliqué. On en a parlé déjà. Tout à fait, pour la femme algérienne. Pour la femme algérienne. C'est-à-dire pour qu'elle ne soit pas en contradiction avec l'article 30 du Code de la famille. Et aussi en contradiction avec la religion. Ouais, les préceptes de la religion, tout à fait. Donc, certificat de capacité à mariage, issu d'une représentation autorité compétente et diplomatique, consulat accrédité en Algérie. Voilà. C'est important, il faut déjà passer par ça. Donc, et copie de la carte séjour du ressortissant étranger ou autre, et aussi copie plutôt du casier judiciaire. C'est très important. Le casier judiciaire qui est très important, voilà. Il faudrait qu'il soit vierge. Voilà, pour les gens qui sont condamnés, moi je leur conseille de commencer. Restez chez vous. Non, il y a une solution à tout. Parce que le code pénal a permis aux gens qui ont été condamnés, peut-être des gens qui ont fait des erreurs dans leur jeunesse, de faire une demande de réhabilitation. Ah, très bien. Ce qu'on appelle en arabe rad al-i'tibar. Donc, et cette initiative leur permet de nettoyer leur casier judiciaire numéro 3 seulement. Hein. C'est-à-dire le casier judiciaire acquis
c'est-à-dire qu'on représente aux administrations et au consulat et tout. Donc voilà, ça je leur montre comment ils peuvent nettoyer leur casier judiciaire. Voilà. Donc il y a une procuration dans le cas où la partie étrangère n'est pas disponible. Voilà. Très bien. Donc c'est simple, comme il faut savoir. Exactement, il faut juste appliquer un petit et suivre aussi le dossier à la lettre. Et voilà. puis c'est des papiers simples à retirer comme tout un dossier administratif. Exactement, voilà. Exactement. Donc on passe maintenant, alors quelles sont les démarches à faire pour contracter un mariage, pour la préparation d'un mariage à l'étranger, avec un étranger. Donc voilà, donc demander un visa. Rentrer sur le sol du pays, c'est-à-dire dont elle est originaire la partie étrangère. Donc, c'est-à-dire avec tous les papiers qu'on vient de citer, donc déposer le dossier à la préfecture et attendre. Voilà. Mais il faut... Eux, ils vont mener une enquête, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de ce que j'avais cité la dernière fois, des mariages blancs. Il faut qu'ils sentent qu'il y a une vie commune. Justement, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sur les mariages blancs, comme on dit. Hein. Donc je pense qu'ils payent et puis clandestin, voilà, exactement. Donc alors ce qui fait après il y a une audition. Hein. Donc, qui se fait, pourquoi vous venez, pourquoi, il y a des questions pièges. Alors, et l'inconvénient du mariage à blanc, comme on dit, ou bien mariage blanc, c'est ça, voilà. Donc, je pense que il y a ils ne peuvent pas divorcer tout de suite après. Non, ça veut dire ça veut dire qu'ils sont conditionnés. Tout à fait, 4 ans. Oh là là, 4 ans. Voilà. Voilà, avec une nouvelle loi. Hein. Donc, et donc, ils doivent rester, c'est-à-dire s'il y a un mariage contracté à l'étranger, ils doivent rester 4 ans. Et ensuite, il y a de temps en temps des contrôles hein, pour voir s'il y a une vie commune, hein, s'ils vivent ensemble. Voilà. Donc, pour que l'Algérien ou l'Algérienne puisse prétendre à une nationalité, d'abord à une résidence de 10 ans, et ensuite à une nationalité française ou autre. Et pourquoi on a tout en Algérie? Moi, je ne vois pas pourquoi je vais me procurer tous ces problèmes, etc. Et, tout à fait. Et on a constaté qu'il y a des Algériennes, moi j'ai eu beaucoup de cas comme ça, des Algériennes qui sont mariées à l'étranger avec des étrangers et qui ont subi beaucoup de mauvais traitements. Et donc, elle pouvait ni rentrer au pays, donc elle ne pouvait pas. Oui, voilà. Donc, et comment elles font? Alors là, ils font. Oui, donc là, même il y a des hommes qui ont subi des mauvais traitements par des femmes étrangères. Effectivement, j'allais vous dire qu'il y a des hommes battus. Hein. Tout à fait. Il y a des hommes battus. Tout à fait. Il faut pas. On n'en parle pas. Il y a plus de tabou. Moi, je connais plein d'Algériens qui ont été tabassés aussi parce qu'ils sont mariés. C'était des femmes entre guillemets alcooliques ou autres. Effectivement. Voilà. Oui. Donc dans ce cas, donc si la partie algérienne elle est à l'étranger et subit de de mauvais traitements. Donc, il y a des solutions. Si, par exemple, ils sortent, il y a ce qu'on appelle, il y a un numéro, le 3911 en France. Le 3911. Donc, il faut le mentionner. Donc, voilà, le 3911. 3911, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, Algériens qui sont... C'est un numéro donc, pour la protection des personnes, surtout les femmes victimes de mauvais traitements. Et ce qui est bien dans la loi française et européenne, c'est-à-dire dès que cette personne sollicite ses services, donc elle est tout de suite prise en charge. Parce que leurs lois sont claires, c'est-à-dire ils ne tolèrent aucun mauvais traitement. Effectivement. Voilà, et même si leur compatriote, c'est-à-dire est à l'origine et fait l'objet de plaintes pour mauvais traitement de la part d'une personne étrangère, qu'elle soit algérienne ou autre, il est tout de suite poursuivi et la femme, elle est prise en charge. Et même si elle est à l'étranger avec cette personne et elle subit de mauvais traitements, elle peut contacter la représentation diplomatique française dans ce pays étranger qui n'est pas, par exemple, la France, le pays d'origine. Et donc, il y a un rapatriement de suite, hein,
Donc de la Immédiat. partie, ah oui, 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 de la partie algérienne. Ah là Il y a une là. prise en charge extraordinaire. Voilà, c'est ce qui me plaît dans leur loi. D'accord, Voilà. juste une toute dernière question. J'espère que Chokri Sali ne va pas me sermonner. Donc, juste une dernière question. Alors, en combien de temps se fait la transcription? Alors, la transcription, je vais expliquer aux On téléspectateurs. nous a posé beaucoup cette question. Voilà, la d'ailleurs. transcription, c'est quand ça y est, on a l'autorisation pour se marier, le contrat de mariage est contracté et tout. Donc, quand on contracte le mariage en Algérie, dans un autre pays, on est obligé de faire la transcription. Pourquoi? C'est-à-dire l'enregistrer sur les registres français. Voilà. Donc, on est obligé de passer par ce que j'avais dit la dernière fois, par le service central Centrale, oui. de l'état civil de Nantes. De Nantes, voilà. Voilà, de Nantes, parce que c'est le seul service compétent. Hein. Donc, il ne faut pas l'adresser ailleurs, sinon le dossier est rejeté. Exactement. Il y a même des personnes qui l'adressent à Paris. Ah non, non, non. Alors que... Non, non, non. Même quand... Donc, on l'adresse à Nantes pour les pays du Maghreb. Service central de l'état civil pour les pays du Maghreb, Nantes. Très bien. Voilà, France. Très C'est bien. ça l'adresse. Et ça exact. prend beaucoup de temps, la transcription? Entre 4 et 6 mois, mais des fois, comme maintenant, il y avait le problème du Covid et tout ça. Donc ça a pris un peu de temps. Ça a pris un peu plus Voilà. de temps. Même, Très par bien. exemple, dans le cas où il y a le rejet pour l'autorisation de mariage et tout, donc on peut contacter aussi. Il y a le tribunal des grandes instances de Nantes. C'est le seul tribunal qui a la compétence nationale et exclusive concernant les recours pour les mariages rejetés. Eh bien, Voilà. je pense que ça va être un autre sujet justement Tout à fait. pour le lundi, pourquoi pas, puisque ça intéresse beaucoup de nos compatriotes qui sont installés à l'étranger. Donc, merci beaucoup, Sabal Merci à Jamila. vous. Alors, la conjonctivite, eh bien, dans toutes ses formes, on va en parler dans un petit moment avec notre médecin, Madame Docteur Mazouz Delila. Je vous propose de suivre ce sujet, on se retrouve juste après. Classique, pathognomonico-classique si on veut dire. Sinon, il y a la sensation de corps étranger, il y a le prurite, donc des démangeaisons. Il y a une petite baisse de l'acuité visuelle parfois, mais sinon elle n'est pas constante. La plupart du temps, donc il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle, il n'y a pas de douleur, il y a plus une gêne. Le patient va vous dire, je sens comme des grains de sable. Donc c'est la sensation de corps étranger. Effectivement. Grains de sable, démangeaisons, une petite rougeur, une petite baisse de l'acuité larmoiement. visuelle. L'armoiement aussi, parfois dans certaines formes. Voilà, ce sont les symptômes de façon générale. Mais les sécrétions sont le plus... enfin, je veux dire, les sécrétions sont pratiquement constantes dans toutes les formes de conjonctivite. Très bien, et on se pose tout le temps, la seule question d'ailleurs qui nous vient tout le temps, c'est quelles sont les causes de la conjonctivite? Alors, les causes, en général, ça peut arriver de l'air déjà, un air pollué. Ça peut arriver aussi de l'eau polluée. Ça peut arriver quand quelqu'un touche un objet souillé déjà, qui se lave pas les mains et qui se frotte les yeux. Ou alors par contamination interfamiliale. Si déjà quelqu'un a une conjonctivite, on peut tout de suite la contracter. S'il touche à ses yeux et qu'il touche une télécommande ou une poignée de porte, n'importe, et puis par la suite on touche sans se laver les mains, automatiquement on va l'avoir. Surtout dans certaines formes de conjonctivite virale très contagieuse. Ah, très bien. Alors, quelles sont les formes? Vous m'aviez donné une perche, justement. Alors, quelles sont les différentes conjonctivites qui existent, on va dire? Oui. Il y a les conjonctivites infectieuses, et donc les infectieuses, il y a des bactériennes où il y a beaucoup de sécrétions purulentes, et puis il y a des virales où on n'a pas de sécrétion, mais c'est un qui devient très rouge. Je peux vous montrer une photo, je ne sais pas si le caméraman pourrait... Voilà, ça j'ai pris des photos. Voilà, ça c'est une forme de conjonctivite. Très bien. Alors je ne sais pas si on peut zoomer avec notre réalisateur Hassini. C'est visible comme ça? Non, laissez juste comme ça devant vous. Voilà. En face, comme ça, en face la caméra. En face. Non. Voilà. Très bien. Ça, c'est une forme de conjonctivite virale avec une hémorragie, donc hémorragie conjonctivale. C'est un tableau assez impressionnant et donc c'est assez inquiétant pour le patient déjà qui va consulter. Aïe. D'accord. Eh bien, voilà. D'accord. Mais sinon les autres formes de conjonctivite, donc infection, donc on a dit bactérienne et virale, il y a aussi les formes de conjonctivite allergique. Et quand on dit allergique, ça peut être une allergie à n'importe quel produit, donc les poils de chat, par exemple, des produits cosmétiques déjà. Ah oui, les produits cosmétiques qui sont très nocifs, surtout quand c'est de la contrefaçon. Exactement. Et puis certaines patientes qui ont des professions assez particulières, donc qui sont en exposition constante avec des produits chimiques ou des radiations.
Exactement, de poussière aussi. De poussière aussi, tout à fait, tout à fait. Très bien, d'accord. Alors, quels sont, on va dire, les différents traitements pour les différentes conjonctivites? Parce qu'il y a virale, il y a bactérienne, il y a allergique. Allergique, exactement. En fait, le traitement va dépendre de l'agent causal déjà. Si c'est une conjonctivite infectieuse, donc on va traiter probablement avec des antibiotiques par voie locale, d'accord. Si c'est viral, il n'y a pas de traitement particulier, mais parfois on donne des antibiotiques pour éviter la surinfection, parce qu'il n'y a pas de traitement antiviral particulier, mais on donne des antibiotiques pour éviter que ça surinfecte aussi par la suite. D'accord. Et quand dans les formes allergiques, ça dépend aussi de l'allergène. Donc éviction de l'allergène, si c'est quelqu'un qui est allergique à la poussière, donc éviction de la poussière, ne pas toucher, ne pas s'exposer à la poussière. Si c'est un chat, donc on va dire il faut s'en séparer, hein, malheureusement. Ouais, donc oui, il y a les chats, il y a les oiseaux, il y a beaucoup de chiens. Les chiens, j'en ai pas vu, mais oiseaux et chats, oui, beaucoup. D'accord. Non, j'ai posé cette question parce que j'ai un chien, donc j'ai eu peur un petit peu quand même. J'aurais supporté ma conjonctivite. Hein. Plutôt que de vous en séparer. Oui, voilà. Donc, alors, et quelle est l'évolution, voire les complications de la conjonctivite? Alors, il faut savoir que la conjonctivite, c'est une pathologie qui est très, très fréquente et qui est très bénigne en général. Surtout en été? En été, mais on a eu aussi des épidémies. Il me semble que c'était en 2002-2003. On avait eu une épidémie en plein juillet. Mais vraiment, on arrivait jusqu'à 50 malades jour facilement. Hein. C'est une grande épidémie, vraiment une grande épidémie virale, de conjonctivite virale. Oui. Mais en général, ça peut aussi être périodique, ça peut de temps en temps arriver. Mais sinon, parfois, il y a aussi des épidémies. Alors, pour le traitement, donc on nous parlait du traitement. Oui, des traitements, des complications. Des complications, comme en général c'est une pathologie bénigne, donc il n'y a pas de baisse de l'acuité visuelle, quand ça touche uniquement la conjonctive, strictement la conjonctive, ça peut même guérir sans traitement, c'est possible, on peut 2-3 jours, on peut guérir de sa conjonctivite. Ils disent qu'il faut mettre de l'eau salée. Alors l'eau salée, oui et non, parce que l'eau salée, ça peut provoquer une petite sécheresse aussi au niveau de l'œil, une petite irritation. Moi je préfère utiliser des petites dosettes de sérum. Donc il faut nettoyer avec le sérum déjà et traiter par la suite. Et donc pour les complications, s'il s'agit d'un problème strictement conjonctival, c'est bénin, on traite donc avec des antibiotiques, etc. Maintenant, si ça devient une kératoconjonctivite, donc avec une atteinte plutôt de la cornée aussi associée, la cornée peut présenter des petites micro-ulcérations et donc le patient va avoir une baisse de l'acuité visuelle. À ce moment-là, on va traiter également la cornée, donc donner des cicatrisants pour permettre à la cornée de cicatriser. Très bien. Alors, quelle est la prévention? Comment peut-on prévenir la conjonctivite? Alors, prévenir la conjonctivite, c'est déjà, si vous parlez des conjonctivites infectieuses, c'est déjà bien se laver les mains, donc ça c'est clair. Surtout qu'actuellement, le contexte actuel a vraiment développé cette idée, donc de lavage des mains intempestif. Justement, alors j'ai lu quelque part sur Internet, sur des articles aussi médicaux, donc ils disent que le coronavirus, il peut se révéler à travers une... Oui. À travers une conjonctivite. Oui, en fait, c'est la nouvelle forme du corona. J'ai laissé les 2 remarques particulières, je les ai laissées à la fin. Je voulais en parler moi aussi. Je vous ai devancé. Oui, mais de toute façon, j'allais en parler. J'allais parler des 2 remarques déjà. J'avais les faire 2 remarques. Donc pour les porteurs de lentilles de contact, c'est très très important. Les porteurs de lentilles de contact, s'ils constatent le lendemain, enfin au réveil, une petite sécrétion, le premier réflexe déjà qu'ils doivent avoir, c'est d'enlever la lentille de contact. Pourquoi? Parce que s'il y a une infection, si la lentille est infectée, donc cette infection va continuer à se faire. On a des patients qui ont fait des complications cornéennes très graves, arrivées jusqu'à l'abcès de cornée. Et donc, pratiquement la perte de l'œil, pratiquement, si ça n'avait pas été pris en charge tout de suite, rapidement. Donc, lentille de contact, infection, il faut séparer. Et le deuxième point que vous venez d'évoquer, c'est vrai que le diagnostic du Covid, ou bien le premier patient Covid, a été chez l'ophtalmo en se présentant avec une kératoconjonctivite assez particulière, et c'est comme ça tout le monde a été alerté et que le Covid a été diagnostiqué. Donc on ne peut pas dire à chaque fois quand on a une conjonctivite que ça c'est le coronavirus. Non, pas du tout. Donc il faut... Non, pas du tout. Très bien. Alors le traitement adéquat à chaque conjonctivite, est-ce qu'on peut l'avoir?
Alors le traitement, donc je le dis tout à l'heure, c'est Oui, c'est pour un rappel surtout aux téléspectateurs qui viennent juste de nous rejoindre. D'accord, donc conjonctivite infectieuse, si c'est une bactérie, il y a beaucoup de sécrétions, donc il faut déjà laver avec du sérum physiologique et mettre un antibiotique en collyre et en pommade, d'accord. Si c'est viral, donc je l'ai dit, il n'y a en général pas de traitement, il nous arrive de donner des anti-inflammatoires, bien sûr. Dans les conjonctivites allergiques, c'est un traitement qui est très très long parce que ce sont des pathologies qui sont chroniques. Je ne l'ai pas dit au début, parce qu'il y a des conjonctivites aiguës donc qui se situent en quelques jours seulement, d'accord. Il y a des conjonctivites qui sont plus longues et qui traînent pendant des mois, comme les conjonctivites allergiques. Effectivement. Et il y a une forme particulière de conjonctivite virale. Ça, je pense que la population aussi devrait être au courant. Oui. Ce sont des conjonctivites donc, qui arrivent pendant quelques jours. On traite, le malade est guéri, il est très bien, il a 10 dixièmes. 2 mois après, il présente une baisse de l'acuité visuelle. Une baisse, je dis bien une baisse de l'acuité visuelle. Il va revenir, il va vous dire, oui, j'ai fait une conjonctivite, j'étais très bien, mais là, maintenant, je ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que cette forme de conjonctivite virale va créer des petites taches sur la cornée qui vont faire baisser l'acuité visuelle jusqu'à parfois 5 dixièmes, 6 dixièmes. Et alors là, c'est malheureusement parfois le traitement va donner quelque chose et parfois ce sont des malades qui vont garder quand même leurs 6 dixièmes, 7 dixièmes sans récupération visuelle, parfois au bout de 2 ans ou peut-être un peu plus. Alors, et qu'en est-il pour la prise en charge de la conjonctivite chez l'enfant? Alors chez l'enfant, il y a une forme particulière. Je voulais vous la montrer. Là aussi, j'ai pris une photo. Attendez, là-bas. C'est celle-là. Donc ça, c'est une conjonctivite du nouveau-né. Donc c'est une conjonctivite du nouveau-né. Purulente. Purulente, mais vraiment purulente. Ça, c'est des conjonctivites en général contractées pendant l'accouchement, c'est-à-dire la maman a déjà une infection à gonocoque. Donc le gonocoque, c'est une bactérie qui est très très méchante. Et lors de passage donc, dans la filière pendant l'accouchement, l'enfant va avoir ces petites gouttelettes de pus dans l'œil et contracter donc une conjonctivite microbienne. Alors là j'insiste sur la façon d'instiller le collyre chez les bébés. Très bien. Donc, c'est assez difficile à faire, mais il faut le faire. Donc, il faut bien attraper le bébé. En général, il faut 2 personnes pour faire le soin. Bien nettoyer, bien attraper, bien écarter les paupières. Il faut que ça rentre dans l'œil. Est-ce qu'il y aurait une répercussion sur la cécité visuelle chez l'enfant si toutefois elle n'est pas prise en charge dans l'immédiat? Actuellement, non, puisque déjà à l'accouchement, en général, tous les bébés reçoivent déjà un collyre antibiotique. Donc, ça prévient déjà. Mais il me semble que depuis, enfin, il y a longtemps, il me semble qu'on ait vu des personnes âgées, donc 75 ans, 80 ans, qui nous disaient « Oui, cet œil, je ne le vois pas depuis que je suis bébé ». Avec une grande tache au niveau de la cornée, on suppose que ce sont des gens qui ont fait des infections et qui n'ont pas été pris en charge correctement, du moins tout de suite. Et quel est le traitement adapté à ces personnes âgées? Ce sont des patients qui gardent la cécité. Très bien. Donc la prochaine fois, on débattra d'un autre sujet concernant, on va dire, l'acuité visuelle, pourquoi pas? Oui. Un conseil pour les téléspectateurs afin d'éviter justement la propagation de cette conjonctivite qui peut être gênante beaucoup plus qu'une maladie grave. Oui, donc lavage des mains tout le temps, bien entendu. Et puis essayer donc de ne pas toucher quand on a une personne contaminée, donc ne pas trop toucher. Et éviter les serviettes de toilette collectives. Donc chacun sa propre serviette de toilette, ça c'est important aussi. Très bien. Donc est-ce que vous aimez la kalantika? Vous n'êtes pas fan? Pas trop, je veux dire. Pas trop? Moyennement, pas trop. Alors, il y en a beaucoup de monde qui adore la kalantika. Il paraît que c'est un plat typiquement oranais. Effectivement, il est né ici, au fort de Santa Cruz, justement. Eh bien oui, à 365 mètres de hauteur. Donc, je vais vous proposer alors cette belle histoire d'un plat et on se retrouve juste après. Bonjour à toi et à nos très chers téléspectateurs de Canal Algérie. Aujourd'hui, je vous ai pas ramené la recette d'un plat, mais l'histoire d'un plat. Le plat en question, c'est le kalantika. Le kalantika, c'est un plat qui est très populaire en Algérie et en particulier à Oran. Dans la vidéo qui va suivre, je vais tout vous dire sur le kalantika, ses origines, son histoire, comment qu'elle a été créée. Alors suivez-moi dans ce documentaire. Par contre, j'ai choisi de le faire avec le joli dialecte oranais d'Erja al-Wahrania. الكارنتيكا قاعد تبغوها واليوم نحكي لكم حكايتها.
طبق الكارانتيكا عنده علاقة وطيدة بالاحتلال الإسباني لمدينة وهران، وهذا الطبق بان في عز الأزمة اللي تعرض لها الإسبان في آخر ياماتهم في وهران. درك نحكي لكم الحكاية بالتفصيل. في يامات التواجد الإسباني في وهران كان الإسبان مسيطرين على كامل المدينة بواحد الحصن متين شيدوه في جبل المرجاجو، واللي هو أعلى بلاصة في وهران. الحصن هذا هو حصن سانتا كروز الشهير اللي ما يخفى على حتى جزائري، واللي كان برج للمراقبة باه يسيطروا به على مدينة وهران كاملة. ومن بعد 3 قرون من الاحتلال الإسباني لمدينة وهران، واللي في خلالها حاول قبائل المسلمين والوهارنة الأصليين شحال من مرة باه يخرجوا اسبانيول وما قدروش، بصح هكذاك وما حطوش السلاح، كانوا كارهين منهم وعولوا نتاع الصح باه يطردوهم. وفي آخر محاولة شكلوا واحد الجيش سماوه جيش الطلبة، اللي كان مكون من طلبة المدارس القرآنية وشيوخهم، وحطوا يدهم في يد الباي العثماني محمد بن عثمان الكبير، وناضوا للاسبانيول نوضة شينا، وبداوا يزيروا عليهم في الحال، وهرب منهم اللي هرب لإسبانيا. وآخر معاقل الإسبان بقاو وتخباو في حصن سانتا كروز، وتشدد عليهم الحصار واختنقوا في الحصن. حصلوا اسبانيول وطال عليهم الحال وهما محاصرين، وجاعوا وتميزروا وهما في وسط قصر عظيم. يا حسراه، هما اللي كانوا ياكلوا خيار الماكلة ومتنعمين بخيرات وهرن. شفتوا زمان شحال دوار. حار الحاكم اسبانيولي خوسي كاريلو دي البورنوس كيفاش ياكل ويوكل الجنود نتاوعه، وقال للطباخ يدبر راسك، غير شوف كيفاش تدير، دبر لي على حل نوكلوا به هاد الجنود. خمم هذاك الطباخ المسكين وما لقى على يده غير شكاير الحمص اللي كانوا مكركرين في بيت المؤونة. قال نطحنهم ونشوف شندير بيهم، وهذاك اللي كان طحن الحمص وخلطه بالماء والزيت وزاد لهم الملح وكثر فيهم الكمون باهم صار ان الجنود ما ينتفخوش وما يمرضوش، ما راهم قادرين على مرض وهما في هذا المحنة. ومن بعد ما خلط الطباخ الخلوطة نتاعه ودخلها الطيب، قدمها للحاكم وعطاله ياكل. سقسه الحاكم على اسم الطبق، فحصل الطباخ وما عرفش يقول، قال له باسبانيولية يسموه الكاليانتي، والكاليانتي هي كلمة إسبانية معناها سخون ولا حامي. بصح الوهارنا من بعد ما بقاوش يعيطوا له الكاليانتي، رجعوها كارنتيكا. وفوق هاد الشيء كاين فيهم اللي زاد اختصر الكلمة كتر وكتر ورجعها كاران، خرجوا الحر نتاع اسبانيول في الكاران. وكاين تاني اللي يعيطوا لها الحامي. خرجوا اسبانيول من وهران عام 1792، بصح الكارنتيكا بقات وتفنن فيها الوهارنا وفات التلميذ المعلم، ورجعوا هما شيوخ الكاران. تهنات وهران من اسبانيول، بصح جات فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وزادوا تواجدوا تاني في وهران. وعاونت الكاران كل يتيم وجيعان وقاع المجاهدين الشجعان كي كانت فرنسا تبلع عليهم البيبان. وبقات الكاران ديما حاضرة في زنق وهران وسواقها، يبيعوها في الكرارس بدورو ونص الدورو، يحطوها بالطبع في هذاك الخبز المقرمش ويحرحروها بالهريسة ويزيدوا يرشوا عليها الكمون وكوليا القليل. ولليوم باقيين كرارس الكاران يدوروا في وهران، حاجة ما تبدلت. تلقاهم اليوم حدا الكوليجات وفي لاباستي وفي سيد الهواري، وبلا ما ننساو حي سيدي بلال في المدينة الجديدة، واللي هو أقدم حي شعبي في مدينة وهران. والو ما تبدل في الكارانتيكا، برك ولاو عندها حوانيت ومحلات ولافتات وإشارات، ولا تخرج يا سيدي وتسافر حتى في لايروبورات. الكارنتيكا وصلت حتى للعاصمة وباقي الولايات، وخارج وهران يعيطوا لها الكارنتيتا، أرواح تسمع يا مول الكاليانتي. والمستغنميين من كترية ما يبغوها هما تاني يفتحوا بها صيامهم في شهر رمضان. بصح الوهارنا هما اللي بقاو مهووسين بالكاران على مر الزمان، هي ماكلة الغاني والقليل، كبروا بها وهي يمات الصغار والكبار، لدرجة أنه حتى نساو ولاو يطيبوها في الدار. Iman, je vous ai tout dit sur le Karentika, j'espère que vous avez aimé le documentaire, j'espère surtout que vous allez faire la Karentika chez vous, et sur ce je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite. Merci Hajar. Eh bien, c'était Hajar, notre top chef de Canal Algérie, on va dire avec nous, à Oran surtout, parce qu'elle nous rend service à chaque fois. Elle nous envoie des recettes par-ci, par-là, des fois des recettes même diététiques, et ça tombe bien, puisque nous allons parler de nutrition. Alors, Kalentika.
Vous conseillez le kalentika lors d'un régime? Non, pas vraiment. Franchement, non. À Parce que c'est consommé avec du pain. Et puis le pain, surtout le pain blanc, est déconseillé lors d'un régime assez strict. Surtout Très bien. Alors bonjour, docteur Melzouk Feriel, vous êtes nutritionniste, diététicienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. On va parler aujourd'hui des régimes, des différents régimes. Alors bien sûr, il y a un régime spécifique dont on va arriver dans un petit moment pour parler de ce régime-là. Alors parlez-nous des régimes de saison, surtout pendant l'été. L'été, pour moi, est la meilleure saison pour suivre un régime. Pourquoi? Parce qu'on y trouve une grande panoplie de légumes et de fruits frais. D'accord? Donc, lorsqu'on va faire son marché, on a plusieurs légumes et plusieurs fruits, et puis on a plusieurs couleurs. Et on peut répertorier donc les légumes et les fruits par couleur, sachant que chaque couleur a ses vertus. D'accord. Et par exemple, si on prend... J'allais vous demander, alors un exemple s'il vous plaît. Un exemple, bon, il y en a plein, d'accord, il y a plusieurs couleurs. La carotte. On va déjà dire que les aliments de couleur orange sont riches en bêta-carotène et en vitamine C. Alors, la bêta-carotène et la vitamine C vont favoriser une bonne élasticité de la peau. Et puis, ça va un peu protéger contre les coups de soleil, surtout en été, et donner un beau bronzage, pour vous dire. Une belle couleur. Voilà, oui, exactement. Donc, carotte. Hein? Oui, alors il y a la carotte, il y a les tomates, il y a le melon, la pastèque, d'accord, il n'y a pas uniquement les tomates aussi, bon, je pense que je l'ai déjà dit. Voilà. Après, on a les aliments de couleur rouge. Alors, les aliments de couleur rouge sont riches en flavonoïdes. Donc, ces flavonoïdes-là vont nous aider à fluidifier le sang et à faire, par exemple, à renforcer la paroi veineuse et puis artérielle. D'accord. Donc, ça va lutter contre la rétention d'eau, les jambes lourdes, très fréquentes en été surtout. Pour les personnes âgées aussi? Pas forcément, non. Actuellement, tout le monde en souffre, d'accord. Surtout avec le confinement, les gens ne sortent pas beaucoup. Ils ne sortent pas, ils ne marchent pas beaucoup. Voilà, du coup, il y a une activité qui est... réduite. Voilà, réduite, et du coup, voilà. On aura aussi, ça traite aussi la cellulite, la peau d'orange, voilà, la rétention d'eau de façon générale. Les aliments de couleur verte sont essentiellement les légumes, d'accord, sont riches en un minéral, donc c'est le soufre. Ce soufre-là va nous aider à détoxifier, et en même temps, c'est riche en fibres et en eau. D'accord. Donc, ça va nous aider à détoxifier de la pollution, du stress, des effets du tabagisme, etc. Il y a aussi, bon, ça c'est plutôt fruits et légumes. Après, on va avoir les protéines, qu'on appelle les aliments de couleur blanche. Alors, le blanc, c'est purifiant. Donc, ça va être beaucoup plus les protéines à matière grasse réduite. Par exemple, la volaille, les œufs, les laitages. Alors, ça, par contre, c'est très important d'en consommer parce que ça va aider à développer une bonne masse musculaire. Et en même temps, ça a une action rassasiante. Donc, ça ne favorise pas la prise de poids, non? Les protéines, non. Non, très bien. Alors, à faible matière grasse, j'insiste, d'accord, c'est la volaille. Voilà, c'est pour ça que je vous ai posé la question. Voilà, non, on ne parle pas de viande rouge, parce que la viande rouge, qu'elle soit de... Déjà, elle est conseillée à prendre une fois par semaine, je crois? C'est ça, c'est suffisant, de toute façon, c'est assez pauvre en protéines, comparé à la volaille, aux œufs ou au laitage, d'accord? Au poisson aussi, hein, voilà, il ne faut pas oublier. Et puis, ça va donc, au contraire, ça va favoriser une perte de poids, d'accord? Pour ceux qui veulent récupérer leur ligne. Récupérer leur ligne, oui. Voilà. Et aussi, on a les aliments de couleur jaune. Donc là, on a deux types d'aliments, c'est-à-dire qu'on va avoir la matière grasse qui est source de lipides, et les produits céréaliers, d'accord, qui sont source de glucides complexes. Donc certes, ça va être des aliments assez gras, mais ça va nous donner juste la bonne énergie pour un bon fonctionnement du métabolisme. Donc parmi les matières grasses, je note
les huiles, par exemple les huiles surtout végétales, l'huile d'olive, l'huile de colza. Sinon, on peut avoir du beurre, L'huile de grain de sésame. Oui, aussi. Je ne sais pas si ça se trouve ici. Parce que c'est une très bonne huile, justement, de régime. Exactement. Sinon, on peut carrément consommer des graines de sésame. C'est-à-dire, si on ne la trouve pas, on va aller directement à la source. On peut aller vers la source. Voilà, bah oui. et c'est aussi, ça a ses vertus, c'est excellent, d'accord. C'est riche en oméga 3 aussi. Et puis, pour les produits céréaliers, donc, on a les céréales complètes, on a le riz, on a l'avoine, d'accord, le pain complet, d'accord. Donc, ça va être assez diversifié pour avoir un régime, c'est-à-dire assez équilibré et assez varié. Comme ça, on pourra le suivre convenablement. Et facilement. Et facilement. Voilà. Très bien. Alors, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a un régime spécifique à suivre pendant l'été? Il y a plusieurs types de régimes, d'accord? Je voulais arriver à ça. À cette réponse. Oui, il y a plusieurs types de régimes. Certains valent mieux que d'autres. D'autres, exactement. Exactement. Et puis, donc, bon, en été, si vous voulez, bon, on suit des régimes pour différentes raisons, d'accord? Oui. Si on traite la perte de poids, presque tous les régimes induisent une perte de poids. Après, il y a des régimes, par exemple, qui sont assez riches et complets, comme le régime méditerranéen. On va en parler un peu plus tard, effectivement. Si vous voulez. Oui, bien sûr, c'est très important, puisqu'on fait partie justement du bassin méditerranéen. On a cette chance, donc, justement. On a cette chance, voilà, effectivement. Donc, mieux vaut en profiter. Sinon, par exemple, il y a d'autres régimes, comme le régime keto, qui minimise la consommation de fruits et de légumes au profit de la matière grasse et des protéines. D'accord. Donc ça dépendra du goût de la personne. Du goût de la personne. Voilà. Très bien. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop les fruits et légumes, mais ça, c'est pas une bonne... Et c'est très bon, les légumes et les fruits, et surtout les légumes. Donc, ils sont riches en fibres, ils sont riches... En micronutriments, en vitamines, en sels minéraux. Voilà. Alors, le régime méditerranéen. Parfait. Qu'en est-il? Donc, le régime méditerranéen, ou appelé aussi le régime crétois, c'est un régime qui est assez varié, d'accord? Bon, il a déjà été nommé comme ça parce qu'on a noté une faible mortalité cardiovasculaire chez les habitants de la Crète. Alors, le principe, c'est qu'il faut consommer plus de fruits et de légumes, d'accord, lors de ce régime. Et puis, il faut consommer, donc privilégier le poisson comme source de protéines. En oméga 3 oui, c'est riche en oméga 3. Et puis, la volaille, les œufs, pour laisser une toute petite place, d'accord, à la viande rouge. Voilà, parce que... Alors, justement, c'est que j'ai envie de savoir, déjà, lors de la consommation des poissons. Oui. C'est très bon. D'ailleurs, on va dire, c'est une viande très maigre. Voilà, qui est, on va dire, qui est beaucoup plus consommée pendant les régimes. Riche en oméga 3, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu, c'est pas bon pour la santé puisqu'il favorise l'augmentation de l'acide urique? Alors, il n'y a pas que le poisson qui favorise l'augmentation de l'acide urique. Un taux de protéines consommées élevé favorise l'élévation du taux d'acide urique. D'accord? Tout aliment, de façon générale, pas que le poisson, doit être pris avec modération. Lorsqu'on rentre dans l'excès, il va forcément y avoir des répercussions, voilà, des troubles métaboliques. Négatifs. Voilà, exactement, d'accord. Mais la consommation de poisson, surtout de façon, il faut éviter la friture. D'accord. Donc le poisson, on peut le consommer grillé, on peut le consommer en papillote ou en gratin, pourquoi pas, d'accord. Ça n'aura que de bonnes conséquences, on va dire, que sur le métabolisme. Mais sinon, bien sûr, il faut pas rentrer dans les excès, cela va de soi, d'accord. Très bien. Voilà. Alors, quand on parle aussi de régime méditerranéen, quand on parle aussi du bassin méditerranéen, on parle des épices. On parle des aromates. C'est ça. Alors, qu'en est-il dans les régimes? Alors, le régime favorise justement la prise de d'épices parce que justement, c'est riche en vitamines et des aromates. Déjà, plus votre plat va être goûteux,
plus il va être facile à assimiler et à consommer. D'accord. Sachant que, surtout en période d'été, on a, c'est-à-dire on a une forte... fort besoin et une disponibilité. Voilà, je cherchais le mot. Des aromates, par exemple les oignons, les poireaux, l'ail, voilà, et les épices aussi. Donc, le régime méditerranéen favorise la consommation justement de ces aromates-là. Le thym, etc. Oui, le thym. Alors, qui est très bon pour la santé. Oui, c'est un antiviral par la même occasion, puisqu'on est en pandémie. On est en plein Covid-19. Exactement, donc il faut bien sûr favoriser. Il y a aussi certaines tisanes. Qui sont prises lors du régime méditerranéen. Alors, quels sont les avantages du régime méditerranéen? Alors, il en a vraiment beaucoup, d'accord. Voilà. Parce que déjà, c'est un régime qui est complet. Bon, lorsqu'on dit régime déjà, le régime méditerranéen n'est pas considéré comme un régime minceur. C'est plutôt une conséquence. D'accord. C'est-à-dire que lorsqu'on va consommer les fruits, les légumes, les produits laitiers, on n'en a pas parlé, mais aussi on en consomme pendant le régime. Il y a certains diététiciens, pardon de vous interrompre, c'est qu'il y a certains diététiciens et certains nutritionnistes qui élaborent une fiche justement de régime on va dire, bon, certainement, ils ne généralisent pas en fait. C'est personnalisé, ce sont des régimes personnalisés suivant la personne, suivant les besoins, suivant l'état, suivant l'âge, etc. Donc des fois, ils disent, bon, il faut éliminer catégoriquement le sel, le sucre, toute matière grasse, qu'est-ce que j'allais dire aussi, toute matière grasse surtout, et bien sûr le pain surtout. Bon, ça c'est sûr, le pain. Sur ou pas, hein, tout dépend du régime. Oui, continue. Voilà, et produits laitiers. Ils disent qu'il ne faut pas prendre de produits laitiers parce que ni fromage, ni yaourt, ni... Supprimer définitivement déjà, c'est pas une bonne idée parce que ça va pousser à la frustration. Et puis on a tendance à aimer les interdits. Donc, on va basculer vers ces aliments justement-là interdits, si je peux dire. D'accord. Bon, supprimer le pain. Alors, lorsqu'on veut perdre du poids, il faut limiter. D'accord. Dans certains cas, il faut supprimer. Lorsqu'on est dans une obésité, par exemple, 3 chiffres. Voilà, l'obésité morbide, oui, lorsqu'on diminue, voire on supprime la consommation de pain, donc surtout le pain blanc, hein, on ne parle pas de pain complet, ça va nous donner un meilleur résultat que lorsqu'on en consomme. Bon, pour la suppression de sel, je dirais consommer à demi-sel. D'accord, pour les personnes normales. Celles qui souffrent de pression artérielle élevée, bon, forcément, on va réguler la consommation de taux de sel. Mais sinon, lorsqu'une personne représente lorsqu'elle a une pression artérielle normale, je ne vois aucun intérêt de supprimer le sel. On peut diminuer, oui, comme ça, même ça va éliminer la sensation de rétention d'eau, mais sinon, il n'y a pas de problème. Alors, pour les produits laitiers, par contre, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que le lait et dérivés sont source de calcium. Exactement. Et c'est très bon pour les os. Exactement, ça va prévenir de l'ostéoporose. Donc, surtout pour une femme à l'âge surtout ménopausé, même hors ménopause, hein, parce que ça se prépare de toute façon dès le jeune âge. Donc, non, on ne va pas supprimer le lait, ni produits laitiers, c'est-à-dire voilà, lait et dérivés. Par contre, on peut limiter. Par exemple, on peut prendre le lait silhouette écrémé. D'accord, à la place du lait entier. Du lait entier. Sinon, pour les fromages, c'est vrai qu'il y a certains fromages qui sont quand même assez gras, surtout les fromages à pâte molle, d'accord. Par exemple, donc il faut favoriser camembert, etc. Moi, je donnerais plutôt conseil de prendre le fromage frais. D'accord, ou ce qu'on appelle en langage courant le fromage régime, voilà, 0% matière grasse et en même temps c'est enrichi en vitamine D et en calcium, d'accord. Mais je ne vois pas la nécessité de suppression, après chacun sa méthode. Très bien. Voilà. Très bien. Alors, est-ce que vous confirmez que le régime méditerranéen est une forme de rééquilibrage alimentaire? Tout à fait.
Tout à fait, oui, parce que déjà, il va prévenir des carences, étant riche, je le répète, en légumes et fruits, aussi en matière grasse. J'avais oublié de noter tout à l'heure la question précédente. Donc, la matière grasse, non, il ne faut pas la supprimer à 100%, mais il faut prendre les bonnes matières grasses, d'accord? Quelles sont les bonnes matières grasses? L'huile d'olive. De façon générale, d'accord, la plus courante, surtout dans le bassin méditerranéen, je recommande la prise d'huile d'olive. Bon, et bien sûr, à quantité modérée, d'accord. On a par exemple 10 millilitres par jour sont largement suffisantes à assaisonner les salades, par exemple, ou bien à mettre, par exemple, si on fait du poisson au four, on peut rajouter ce filet, voilà, d'huile d'olive. Sinon, par exemple, on peut avoir des noix aussi, d'accord, qui sont riches, c'est-à-dire qu'il faut favoriser les acides gras monoinsaturés. Très bien. D'accord. Ça va nous aider même lors de la perte de poids et aussi lors de la synthèse des hormones de façon générale. Donc, il ne faut pas supprimer, mais plutôt rééquilibrer, voire limiter. Je préfère le mot limiter que supprimer. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, docteur. J'espère qu'on vous recevra dans d'autres occasions pour venir parler des différents régimes, comment des obésités, l'obésité chez l'enfant, l'obésité morbide, etc. Comment les corriger, comment rééquilibrer nos repas pendant l'été. Pourquoi pas? On se donne rendez-vous la semaine prochaine? Pourquoi pas? Pourquoi pas, avec grand plaisir. Très bien. Alors, hier, nous avons vécu un grand jour, une grande date de la Révolution, qui a été une plaque tournante de la Révolution algérienne. Là, je vous propose, chers amis téléspectateurs, un portrait signé Mokhtar Medkour d'une grande moujahida qui a rejoint le maquis en 1956 et fille d'un des fondateurs de Madrasat El Falah à Oran. Ce n'est autre que Fatiha Zemouchi. Son nom évoque plein d'actions avec beaucoup d'émotions douloureuses, déchirantes, des moments sanglants pendant la lutte armée pour l'indépendance. La grande moudjahida Fatiha Zemouchi nous raconte. انا كنت نقرا في الليسي اللي راه دروك يسموه لطفي كانوا يعيطوا له لو كوليج مودرن دو جون في كنت في لا بروميير بارتي دو باك جا الامر من الجبهه باش نديروا كريف درنا كريف كنا حنا 4 تاع الجزائريات في الليسي ما كناش بزاف منهم اللي والديهم كانوا يخدموا دي فونكسيونير مع فرنسا خافوا يديروا لا كريف وحنا خرجنا بيان سور كي كملت لا كريف ما قبلوناش في وقت هذيك لا كريف داروا لي اتصال مع الحاج بن علا الله يرحمه قعدنا في ذيك اللحظه قال لي غدوه ان شاء الله عندك عمليه عيط لعلي شرفاوي الله يرحمه جاني لا سيتي بوتي قال لها هي فتيحه زموشي سوسخا طونغارت كوخ قلت له بكل فرح الشرف لي ما لا مشيت وفي ذاك الوقت كنت فرحانه وخايفه خايفه بزاف ماش خايفه ماشي خايفه من الموت خايفه لا ما ننجحش في العمليه نتاعي ولا ندهش ولا ايا تفاهمت انا وعلي خرجنا رحنا للمحل وين كان باغي الغدوه يقتل هذاك فندين جديده مالا قال لي ها هو الحانوت ها هو الراجل انا ها وين نكت له وانت ها وين تكوني كان يدير 2 بلوزون ولا 2 شميز ولا كيما نقولوا ان روج اي نوار يقتل بالبلوزون روج كي يقتل يقيس لي يلوي الكابوس في البلوزون ويقول لي ها وين نصيبك نقيسها لك ورا لي الباب وين ندخل وين يقيس لي البلوزون قاس لي ذاك البلوزون بالمسدس درته في البانيي وانا كنت لابسه كنت نلبس لاجيب وراسي عريان ايا ودايره الصاك وذاك الفيلي ونتمشى ونغني اما لا ذيك العمليه نجحت عيط لي بن علا الحاج الله يرحمه كان يسموه سي بوزيد قال لي فتيحه بارك الله فيك راهي العمليه نجحت عندك عمليه واحده اخرى غدوه قال لي عندك 4 تاع العمليات باش تطلعي للجيش ايا قلت له حاضره صيد الروك راحت الدهشه. La Moujahida relate la création de Madrasat El Falah qui avait pour but lutter contre le colonialisme et veiller à la préservation de l'identité nationale et qui était représentée par son père, le Cheikh Saïd Zemouchi, depuis 1937. يوم افتتاح مدرسة الفلاح افتتاح مدرسة الفلاح اللي بقى تاريخ لفرنسا
ومشاو لفرنسا لباريس وحوسوا على لي زارشيف وصابوها في لا بيبليوتيك ناسيونال، افتتاح مدرسه الفلاح اللي حضر فيها الشيخ البشير الابراهيمي والشيخ العربي تبسي والشيخ سعيد الزموشي اللي هو مؤسسها. كانوا يامروا فرنسا كانت تتامر باش كي تكون خطبه ولا اذان يقووا لي كاسيت تاع الغناء تاع الشيوخه. هذوك اللي ساكنوا كانوا يديروا لي كاسيت ولوا يحشموا ما يديروهمش. نهار الافتتاح هما اللي وقفوا يزغرتوا، فرنسا انخلعت، ما لا وقفوا هنايا. الجزائر باسرها تحركت. ما نجمش نصور لك يا ولدي، والنساء زغرتوا القطاع تاع الطعام المسمن كل خير كل خير. ومن الطحطاحه من تحت من لاستيل تاع الطحطاحه دابا خرجوا من لا رue إيميل دولور المدرسه القديمه وطلعوا على الطحطاحه وطالعين منها. الشيوخه نتاع مدرسه تاع جمعيه العلماء وراهم الكشافه بنات وولاد. الكشافه الاولاد لابسين دي شورت روج دي شورت فيغ دي شميزي بلان ودي كرافات روج، والبنات سيتي دي جوب. مالاو يغنوا في شعب الجزائر. كي وصلوا هنا عند الباب منين قالوا بسم الله باش الشيخ العربي يدير المفتاح في الباب، جا البريفي لامبيغ سدروا مع سد الباب الله يرحمه. قال له مسيو زموشي ما قلتليش كاين الغاشي هاك، راهي كاع الجزائر جات. شاف الشيخ العربي تبسي الله يرحمه قال له تكلم الشيخ رانا هنا. قال له مسيو لو بريفي aujourd'hui c'est pour moi demain je viens chez toi. الله اكبر ودار للشعب وقال له الله اكبر. بداو يكبروا الناس والكشافه تغير في شعب الجزائر حتى اللي فتح الباب الشيخ العربي تبسي وبويا رفد الميكرو الله يرحمه وقرا الكلمه. قال له يا الشيخ العربي ويا الشيخ البشير اليوم فتحنا باب مدرسه الفلاح باسم جمعيه العلماء، وغدوه ان شاء الله نفتحوا باب الجزائر بالبندقيه وبالمدفع. Merci Madame Zemouchi, merci à vous. Vous nous racontez l'histoire, vous nous racontez des moments forts de la Révolution. Merci pour qu'on écrive un petit peu cette belle histoire de la Révolution algérienne qui a fait notre identité. Merci beaucoup Madame. Eh bien, on va passer au mouvement associatif qui est présent aujourd'hui par Fatema Berrayah. Bonjour. Ça va? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bien sûr, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes accompagné de Monsieur Qadour Bessah. Sabah al-Nour. Sabah al-Nour. Ça va bien. Ça va? Alhamdulillah. Vous n'êtes plus stressé? Non, bien. Ça va. Très bien. Alors, d'accord. Alors vous êtes président de l'association Izdihar. Oui. D'accord. Et bien sûr, Madame Fatema Berrayah, vous êtes présidente de l'association Nawaim. Alors, est-ce que vous pouvez nous dresser, on va dire, un petit tableau, une petite carte de visite de vos associations respectives? Oui. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Madame Berrayah Fatema, présidente de l'association culturelle Nawaim. Elle a été agréée depuis 2013. Et à l'occasion de... Elle commence à grandir, oui, 2013. 2013, elle commence, ça fait 3e mandat. Elle a pris ses marques. Hein. Oui, oui. Et à l'occasion de Awal Muharram et la journée de Moujahid, l'association souhaite au peuple musulman 1442, Inch'Allah, une bonne fête à tous les musulmans où qu'ils soient et surtout aux Algériens et à notre communauté algérienne qui se trouve à l'étranger. Oui, et bonne fête aux Moujahidines, compatriotes algériens. Donc, effectivement, le 20 août, justement, c'est une date vraiment qui a marqué la Révolution et c'est une plaque tournante de la Révolution qui a changé un petit peu le cours de toute la Révolution. Oui. Très bien. L'association prend en charge la femme et surtout la femme rurale pour qu'elle sorte de sa carcasse et découvrir en elle les dons qu'elle possède. Très bien. Et vous? Monsieur Bessah Qadour,
président de l'association. Vous êtes président de l'association Izdihar. Alors, quelles sont les activités de l'association Izdihar? Les activités تاعنا ان شاء الله احنا نعاونوا الناس اللي قلالين ونخدموا السبيسياليتي تاعنا ثاني لا كوفيد نديروا التعقيم تاع كما درنا محلول المساجد عقم المساجد ولي سوسيتي تاع سوناغاز لا بوست la PC, la commune Bilgir. D'ailleurs, on est en train de voir les images des... Très bien, voilà. Parce qu'il y a eu un jumelage entre les deux associations. Les activités culturelles sont stationnaires, donc l'association culturelle Nawaim a changé d'activité et elle travaille en partenariat avec l'association Izdihar. Alors vous êtes en plein jumelage, en plein événement justement. Alors parlez-nous un petit peu de cet événement qui a marqué quand même vos deux associations. Donc on est chargé d'aider les gens nécessiteux et de transmettre. Quelle est la forme de cette aide? Comment vous les aidez? Exemple, les mariages. Les mariages, les baptêmes, le couffin. Ça, c'est pendant l'année? Pendant toute l'année. D'accord. Et pendant la Covid? Et pendant la Covid, c'est la désinfection et la distribution des bavettes. D'accord. Alors ça, c'est l'événement du moment. C'est la distribution qui va se dérouler demain, Inch'Allah. نديروا حملة تحسيسية في لي رون بوان ديجا عندنا خارجة demain Inch'Allah. C'est la sensibilisation. Oui, demain justement, vous avez un événement. L'événement Inch'Allah ديرنا في الميلينيوم. Pendant un mois. Pendant un mois. D'accord, à partir de demain. De demain jusqu'au 12. Du 22 jusqu'au 12 septembre. 12 septembre. Très bien. L'événement sur les ronds-points, les stations où il y a la population. Oui. En même temps, نديروا هذه الحملة التحسيسية باش كوفيد هذا باش الناس التباعد الناس نبعدوا المرض على روحنا ونتعاونوا إلا نكونوا اونصومبل. نيشان. ما نكونوش اونصومبل ما غاديش نيفيتوا هذا المرض هذا. Très bien, madame. Donc demain, Inch'Allah, à partir de quelle heure vous allez commencer la distribution? 9h30, 10h, Inch'Allah. On va commencer par le rond-point de 4e périphérique, Millennium. Oui. Parce que c'est la commune de Bilgir, surtout en bas sur la commune de Bilgir. Très bien. Voilà. D'accord. Oui. Un dernier mot? Le dernier mot, je remercie la chaîne Canal Algérie. Je remercie Imen qui a été très gentil avec nous. Je ne fais que mon travail. Marhaba bikom et marhaba. D'ailleurs, bienvenue à toutes les associations qui font des actions caritatives, qui font des actions sociales. Marhaba bihom, la porte est grande ouverte de la télévision algérienne, toutes ces chaînes confondues. Et à mon tour, je vous remercie pour ces belles roses que vous nous avez ramenées. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Je veux remercier Ali, صاحبي اللي يخدم معكم أنا ثاني علي. Ah d'accord, je ne sais pas lequel. Wedden. Ah très bien, oui. Ali. Très bien. Je remercie les parents, la famille Gaout. Bon courage. Merci. Bonne continuation. Merci. Très bien. Alors, on y va vers Mohamed Adama. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام
فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد في ظلمات الأرحام صورني من نطفة وبدالي بالأنعام نعمة من كل صفة وخلق لي ماء وطعام ونعايم مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني واسترني اللهم صل على المصطفى اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام حبيبنا محمد عليه السلام يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيج الأليالي ويرى بياض العين حول سوادها وجبينها وقد التقى بلكحالي وانا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواه قلبي متولع بالحبيب مولاي رسول الله اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام فيا ربنا ارحمنا كلنا وارزقنا الرضا بالقضاء والقدر لآبائنا اغفر وهب رحمة لمن غاب منهم ومن قد حضر اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. Bravo Mohamed, venez avec nous, venez. يعطيك الصحة زهيت لنا le plateau. Alors là, tout le monde a dansé aujourd'hui, tout le monde a dansé. Merci beaucoup. Et c'est à l'occasion justement, on en a parlé tout à l'heure, c'est à l'occasion de la nouvelle année de l'Hégire 1442. Donc bonne année à tous les musulmans où qu'ils soient et bonne année aussi à tous les Algériens où qu'ils soient. Oui. نهنوهم جميع. هي مناسبتين هي منها اول محرم ومنها ثاني يوم الجمعه عيد المسلمين رانا مفروغين منها والحاجه الشابه نورمالمون هذه الخطره مادام نحلوا من المساجد لي موسكي نقولوا ان شاء الله يديروا غير تاع الوقايه تاعهم ولا ديستونس تاعهم كما راهم يوصلوا الائمه تاعنا وكما راهم يوصلوا تاعهم وان شاء الله يكون غير خير ان شاء الله. Inch'Allah, Mohamed Adama, notre artiste, justement. Alors, notre artiste, Lisa Hena, en cette matinée, vous avez introduit la joie, la gaieté, la bonne humeur.
dans le studio. Merci beaucoup et j'espère vous aussi, vous qui êtes chez vous, qui nous regardiez aussi. Donc vous avez pu danser et prendre votre café en compagnie de Mohamed Adama. Alors où se situe, dans quel style musical se situe Mohamed Adama? هي الحاجه الاولى اللي عرفوا محمد عظمه عرفونا في لو سماع سبيريتوال يعني السماع الروحي. من بعدها روحنا لو ستيل العيساوي مودرن، ومن بعدها وهراني وشويه طبع اخرى دي مود اخرين وانا معاهم بشويه بشويه. لو ستيل عيساوي مودرن il est comment le عيساوي مودرن؟ نورمالمون رانا دايرينه في البرمجه ان شاء الله دوك تسمعوه ان شاء الله تسمعوه لايف ان شاء الله. donc on va finir avec une très belle chanson de style عيساوي مودرن. كيما فوالا. خاطر توجور الحاجه اسمحي لي كلام هو كبير. الحاجه الاولى اللي توجور من الاولويات تاعنا البريوريتي اللي توجور نخدموا بها اللي هي نحيو التراث تاعنا. مادام نديروا صوالح في الخدمه تاعنا دي مود واحد اخرين بصح توجور عندنا التراث هو الاول لو باتريمون تاعنا اللي قدنا توجور نكونوا محافظين عليه. ريش وي on a un patrimoine vraiment riche. حديث ولا حرج راه كاين خيرات مولانا كاع. الحمد لله الحمد لله. Alors Mohamed Adama, vous au moment où les jeunes se tournent vers le rail, vers tout ce qui est pop, tout ce qui est rap, vous êtes resté dans la tradition. Vous avez réitéré toutes les traditions, tout le patrimoine algérien. هي الحاجه الاولى نشكروا الوالدين ربي يطول في عمرهم ان شاء الله ونشكروا حتى لي ماتر سبيريتوال اللي علمونا هذا الشيء ومنها قال لك ماذا بينا هذا الشيء اللي راه كاين في الزوايا علاش ما تخرجهاش للناس وتعرفه للناس بطريقه مودرن وكانت الفكره بهذاك الشيء وبدينا بشويه بشويه الحمد لله دخلنا درنا دي فورماسيون في خارج الجزائر كاع والحمد لله لقينا اقبال وحتى لو بيبليك تاعنا تاع البيبليك الجيريان جاي دواق تا يسمع كما قلت يسمع الراي يسمع المديح يسمع في كل شيء وحتى البيبليك تعلمت حاجه ما نحقروش خاطر صارت لي في واحد لاسان واحد مين تشوفي تقول هذا ماشي البيبليك تاعي دي جون ولكن غير بديت حبس استاذ جيب لنا هذه جيب لنا هذه جيب لنا هذه قعدت تشوف فيهم قعدت نقول سبحان الله تما هنا عرفت بلي البيبليك تاعنا دواق. Vous étiez étonné de voir une jeune génération qui s'intéresse au patrimoine. وهذه حاجه من الصوالح اللي خلاتني نزيد نقعد في هذا المجال اللي راني فيه. regarde. ان شاء الله كان جوج كثير. On a vu quand même un petit aperçu de Mohamed Adama. Alors est-ce que vous avez enregistré des albums? Oui, راه عندي في الوقت الحالي في لو مارشي راه عندي 2 ألبوم تاع محمد عدامة وزوج كوبيلاسيون شويه دي سينجل ورانا معاها بشويه بشويه. Très bien. Alors, vous avez dit que vous avez 3 ou 4 albums, c'est ça? Alors, est-ce que vous avez des projets justement d'enregistrement d'albums ou de singles? Surtout que maintenant, les artistes algériens, ils se sont tournés vers les singles beaucoup plus. Voilà, parce qu'il y a eu le problème de piratage et beaucoup plus. بزاف حتى في القضيه دروك تقريبا غير تهضر مع واحد يقول لك محمد عظمه تما روح اليوتيوب الارتيست فلاني روح اليوتيوب دروك صاي ولات اي حاجه يروح اليوتيوب تسمى دروك هذيك اللي تروح للاستوديو وتتعب عليها ودير البوم درك ولات حاجه سهله بارابور على اللي كانت وحتى ثاني لي ريزو سوسيو ثاني راهم يلعبوا دور كبير في الوقت الحالي اللي رانا فيه ومن ناحيه لي بروجي اللي راهم جايين ان شاء الله راه كاين زوج تاع لي سينجل ومن بينهم ثاني كاين واحد الديو ان شاء الله مع اسامه بن سالم ستا غابر وراه معروف انا اختيس راه معروف كاع في هنا في الجزائر وفي المغرب. لا بروشين فوا vous allez venir tous les deux ان شاء الله على الراس والعين. انا بدينا في هذا لو بروجي راه عادي كنا في الدراسه وجيسبر ان شاء الله غي كيما نقولوا رانا حاطين عليها قلبنا ان شاء الله غير الناس يسمعوه. Alors, est-ce que Mohamed Adama, il ne fait que reprendre les anciens tubes ou alors il a des chansons propres à lui, un répertoire propre à lui? سي كاين ديجا في التالي رانا درنا بمناسبة 5 جويلية درنا أرض الجزائر طهرة وحنينة وتقريبا. Vous pouvez juste une petite interprétation en a cappella? أرض الجزائر طهرة وحنينة طهرة وحنينة حروها الأبطال جبهات التحرير وتكون طويلة إن شاء الله. Et ça tombe bien puisque hier c'est le 20 août. Oui. ثاني هذه ثاني مليحة. تعرف بالمناسبة راهي سيرتو اليوم
اول محرم. Oui, aujourd'hui, Badak, c'est un jour saint. C'est un jour saint. حاجه رهيبه ان شاء الله غنكونوا. Très bien. Alors Mohamed Adama, du moment que vous avez on va dire votre propre répertoire, vos propres chansons, elles sont écrites par Mohamed Adama ou alors vous faites appel à des paroliers? نو كاينه غير هذه اللي كانت هذا العمل، ولكن تقريبا محمد عظام معروف باللي يخدم بالباتريمون، يعني بالتراث مادام راه كاين دواوين كما نقولوا راهم سولوتيلوار من الخدمه تاعنا ان شاء الله نخرجوا هاد الدواوين ونخرجوا هادو لي بوات ونخرجوهم للناس. Très bien. Donc vous m'aviez dit que en projet des singles, deux singles. Des singles. Alors écrites par qui? الاولى جايه كوفر والزوج ان شاء الله في الدراسه كوفر دو شانسون. Je suis curieuse. Ah oui. J'aime bien avoir les exclusivités. Oui, la chanson اللي معروفه الثانيه راح ونساني جايه شرقي، ومن بعدها ندخلوا توجور في الباتريمون تاعنا سيد العطار بخدمه حاجه جديده كاع. اما من ناحيه مع خويا اسامه بن سالم لو بروجي هذا ان شاء الله غادي يكون ما بيناتنا، الكتابه تاعو وتاعي ان شاء الله والالحان للزوج نتاعنا ان شاء الله. Une toute dernière question, on n'a pas le cas. مرحبا Je vais pas abuser de votre gentillesse. خذي راحتك. Non, خذي راحتك. Alors comment vous avez vécu les moments de confinement, les moments du Covid-19? Ça a été un petit peu difficile pour tous les artistes algériens. Bon, on va dire du monde. محمد عظامه معروف كارتيست، ولكن شحال من الناس ما يعرفوش باللي محمد عظامه ستاني بينيست. يعني توجور تعلمت الحرفه من عند الوالد، وتوجور كانت كاينه ماشي غير لاغ، راه كاين من لاغ للاغ، خاطر سي لا بينوزي لا بينيستوري من لاغ للاغ. Vous êtes artiste complet là. نسلكوا. الله يبارك. الله يبارك فيك. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup Mohamed Adama, et la porte est ouverte de la station d'Oran et de la télévision algérienne. Marhaba bik à tout moment. Et dès que alors rendez-vous pris avec vous déjà en exclusivité sur Canal Algérie. On va dire on va reprendre à partir de septembre le Bonjour d'Algérie. Donc vous allez venir pour présenter vos deux singles, j'espère. ان شاء الله. j'espère ان شاء الله غير تكون في لارونجمون يكون واجد ان شاء الله، ونوعدكم الحاجه الاولى انتم تكون عندكم ويكون عندكم اسكليفيتي. Très bien, merci. Vous allez rejoindre votre équipe, votre groupe justement. Vous allez nous interpréter. Bien sûr, merci beaucoup. Et avec محمد عظام ما يديرش هذا الامبيونس. Très bien. Très bien, vous y allez? Oui. Très bien. Et voilà. On finit en musique, d'ailleurs, avec Mohamed Adama. Eh bien, j'espère que vous avez passé de bons moments en notre compagnie. Gardez le sourire, gardez la bonne humeur. Bon week-end. On vous donne rendez-vous lundi avec d'autres invités, d'autres sujets qui traiteront de beaucoup de thématiques. Au revoir. Ciao. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. عشاق على حبيبي مولاي محمد مفروض علينا، سيد رسول الله عزيز علينا، عزمنا لولدنا ومن الدرية. مولانا الله يا مولانا، مولانا الله يا مولانا، مولانا الله يا مولانا، حالي ما يخفاك يا الواحد ربي. الله يا جبار الحال اجبر حاليك، كيما جبار تحول شيخي بن عيسى، سار طيور الليل وين يباتوا، عيسى حين ولا ماتوا.
خفاك يا الواحد ربي. أشرق نور علينا محمد سيد الرجال نبينا. من خلخل عقلي ولا شطن بالي غير محمد سيد الرجال. سلطاني رجال الرجال والصفوف كيدوروا بيناتنا. سيدنا محمد لا حبيب مزين صفاتنا. بيعوني بيعوني ودلوا قولوا يا شاري الغلام. وانا ما يشريني غير محمد عليه السلام. الله 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 يا الله. هو الصلاة والسلام عليك يا طه يا شفيع أمة ومولاي محمد. يا رب العباد كمل لي قاصدي. المجد وانصره تنغسل قلوبي. بشير النذير بنيامينا بجاه الخليل تشفع فينا. والصلاة والسلام عليك يا طه يا شفيع أمة ومولاي محمد. تم نقيم 5 وقت بالصفا والنيام. الصوم والزكاة الحج والعمرة. تم نقيم 5 وقت بالصفا والنيام. الصوم والزكاة الحج والعمرة. والصلاة والسلام عليك يا طه يا شفيع أمته